Il n'aura fallu que 6 minutes à peine pour précipiter la diplomatie franco-israélienne dans sa pire tempête depuis l'embargo de 1967 et fissurer de manière irréversible l'opinion publique mondiale à propos du conflit israélo-palestinien. Benjamin Netanyahou venait tout juste de conclure un plaidoyer incandescent en faveur de l'opération militaire à Gaza, invoquant le sacro-saint droit à l'autodéfense d'Israël, tout en reléguant les pertes civiles à de simples dommages collatéraux, ces fatalités tragiquement nécessaires selon lui dans la guerre contre le Hamas. Drapé dans sa posture de « Monsieur Sécurité », il toisa Sébastien Lecornu avec le calme altier de ceux qui se croient inattaquables, persuadés d'avoir verrouillé le débat face aux critiques européennes grandissantes. Et pourtant, dans l'enceinte glaciale mais électrique du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, l'air vibrait de cette tension unique que seule précède une fracture diplomatique historique, comme si chaque regard, chaque silence annonçait la déflagration à venir. Impossible d'ignorer le poids écrasant des chiffres 41 000 Palestiniens tués si l'on en croit les données de Gaza, 16 000 enfants, 11 000 femmes, des hôpitaux en ruine, des écoles devenues fausses communes, des camps de réfugiés purement et simplement effacés des cartes. Une litanie macabre diffusée à travers le globe, gravée dans les rétines, et qui jetait une ombre terrible sur la prétendue proportionnalité de la riposte israélienne. Pourtant, ce ne sont pas ces horreurs qui auraient dû inquiéter Netanyahou le plus. Non, le vrai signal d'alarme, il l'avait sous les yeux, le regard de l'écornou. D'une froideur tranchante comme le givre, son expression. Il n'aura fallu que 6 minutes à peine pour précipiter la diplomatie franco-israélienne dans sa pire tempête depuis l'embargo de 1967 et fissurer de manière irréversible l'opinion publique mondiale à propos du conflit israélo-palestinien. Benjamin Netanyahou venait tout juste de conclure un plaidoyer incandescent en faveur de l'opération militaire à Gaza, invoquant le sacro-saint droit à l'autodéfense d'Israël, tout en reléguant les pertes civiles à de simples dommages collatéraux, ces fatalités tragiquement nécessaires selon lui dans la guerre contre le Hamas. Drapé dans sa posture de « Monsieur Sécurité », il toisa Sébastien Lecornu avec le calme altier de ceux qui se croient inattaquables, persuadés d'avoir verrouillé le débat face aux critiques européennes grandissantes. Et pourtant, dans l'enceinte glaciale mais électrique du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, l'air vibrait de cette tension unique que seule précède une fracture diplomatique historique, comme si chaque regard, chaque silence annonçait la déflagration à venir. Impossible d'ignorer le poids écrasant des chiffres 41 000 Palestiniens tués si l'on en croit les données de Gaza, 16 000 enfants, 11 000 femmes, des hôpitaux en ruine, des écoles devenues fausses communes, des camps de réfugiés purement et simplement effacés des cartes. Une litanie macabre diffusée à travers le globe, gravée dans les rétines, et qui jetait une ombre terrible sur la prétendue proportionnalité de la riposte israélienne. Pourtant, ce ne sont pas ces horreurs qui auraient dû inquiéter Netanyahou le plus. Non, le vrai signal d'alarme, il l'avait sous les yeux, le regard de l'écornou. D'une froideur tranchante comme le givre, son expression trahissait une résolution nouvelle tranchant radicalement avec l'attitude traditionnellement mesurée, presque docile de l'Europe envers Israël. Ce n'était plus le temps des courbettes diplomatiques. Sous les dehors techniques du discours israélien se cachait un abcès de réalité que Netanyahou, aveuglé par son récit héroïque, refusait encore d'inciser. La France, jusque-là prudente, venait de tracer une ligne rouge plus question de tolérer que des pertes civiles massives soient considérées comme une monnaie d'échange acceptable pour la sécurité d'Israël. Ce qui s'annonçait à l'horizon allait ébranler Tel Aviv, fracturer les opinions publiques en Occident et possiblement faire basculer l'histoire des relations euro-israéliennes dans une nouvelle ère. Pour saisir l'onde de choc qui allait frapper cette assemblée, il faut revenir 3 mois en arrière. C'est là que tout a basculé. Les premières images atroces venues de Gaza ont explosé sur les écrans français et européens familles, pulvérisées sous les décombres gamins, à moitié arrachés hurlant sur des brancards d'hôpitaux débordés, convois humanitaires touchés en plein trajet, malgré des coordonnées pourtant dûment transmises à l'armée israélienne. Ce n'était plus un simple conflit régional, c'était un miroir tendu au monde, reflétant l'insoutenable.
Ce déluge d'images insoutenables en provenance de Gaza n'a pas laissé l'Élysée indemne. Emmanuel Macron, habituellement mesuré, avait été profondément bouleversé. Lors d'un conseil de défense hors norme, il avait lancé d'une voix grave « Peut-on sérieusement parler de défense légitime lorsqu'on rase des quartiers entiers et qu'on laisse derrière soi des milliers de cadavres innocents ?» La disproportion criante entre la menace incarnée par le Hamas et la violence de la réponse israélienne lui paraissait désormais intolérable. Ce choc émotionnel n'était pas resté lettre morte. Il déclencha une refonte complète de la doctrine française au Moyen-Orient. Et c'est là que Lecornu, rompant avec la prudence frileuse de ses prédécesseurs, si souvent paralysés par la peur d'être traité d'antisémite, fit un choix fort, presque inédit. Il endossa une critique frontale mais juridiquement irréprochable de l'action militaire israélienne, armée du droit humanitaire comme boussole. À l'abri des regards et loin du tumulte médiatique, le Quai d'Orsay avait discrètement mis sur pied une unité d'analyse ultra spécialisée, composée de ce que la France possédait de plus affûté en matière de droit international d'urgence humanitaire et de stratégie proche-orientale. Denis Bochart, figure historique de la diplomatie française dans la région, Bertrand Badi, géopolitologue incontournable de Sciences Po, ainsi que Marie-Françoise Bechtel, redoutable juriste internationale, avait assemblé un dossier d'une densité explosive sur les potentielles violations du droit humanitaire commises à Gaza. Lors d'une réunion tenue à huis clos à Matignon-Bechtel, avait déclaré d'un ton glaçant « Monsieur le Premier ministre, nous avons recensé 47 frappes visant des infrastructures civiles pourtant protégées par les conventions de Genève hôpitaux, établissements scolaires, réseaux d'approvisionnement en eau. Il ne s'agit pas d'erreurs isolées, mais d'un schéma répété. C'est en s'appuyant sur des constats juridiques d'une rigueur glaciale que Lecornu a décidé de déplacer le terrain du combat, fini les calculs diplomatiques tièdes et les équilibres géopolitiques obsolètes, place désormais au droit international nu et brut. Lorsqu'un État piétine les règles humanitaires, il n'y a pas à tergiverser, il faut l'affirmer haut et fort, avait-il asséné à ses plus proches conseillers. Mais ce qui fit véritablement basculer l'indignation française, ce ne fut pas uniquement le droit bafoué, ce fut la découverte glaçante que certaines armes tombées sur Gaza portaient la signature industrielle de la République. Une enquête confidentielle commandée par la Direction générale de l'armement mit au jour un fait explosif des équipements militaires tricolores vendus en toute légalité à Israël au cours des années passées, avaient été utilisés dans des frappes ciblant directement des quartiers civils densément peuplés, une entorse claire aux clauses d'usage éthique inscrites dans les contrats. L'onde de choc arriva jusqu'à Florence Parly, ex-ministre des Armées, qui, consulté par Lecornu, laissa éclater sa colère. « Nos missiles servent à faucher des civils palestiniens. C'est une trahison morale doublée d'un scandale juridique. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Il faut stopper net toutes les livraisons. » Bien avant que les caméras de l'ONU ne s'allument, Paris avait déjà tranché dans le vif. La France suspendait toute livraison d'armes à Israël. Une décision prise en amont sans tambour ni trompette, mais qui a fait exploser la colère dans les couloirs de Tel Aviv. Furieux, Netanyahou avait décroché son téléphone pour appeler directement Emmanuel Macron, dénonçant une provocation grave qui donne des ailes aux terroristes. Mais du côté de l'Élysée, pas 1 millimètre de terrain cédé, aucun rétropédalage. Dans cette ambiance électrique, l'homme fort d'Israël décida de venir s'expliquer en personne au Conseil de sécurité. Officiellement, il s'agissait de dissiper les malentendus qui planaient sur la stratégie israélienne. Officieusement, une opération séduction destinée à rallier l'opinion internationale à sa cause et à peindre la France en figure isolée perdue dans un excès de zèle pro-palestinien. Mais la manœuvre habile sur le papier n'allait pas se dérouler comme prévu. Avant même de monter à la tribune de l'ONU, le chef du gouvernement israélien avait peaufiné son discours dans les moindres détails, entouré de ses stratèges les plus aguerris. Le plan était limpide, présenter la campagne de Gaza comme une bataille vitale pour la survie de l'État hébreu, rappeler avec insistance les atrocités du Hamas et surtout réveiller le poids historique de l'antisémitisme européen afin d'étouffer toute remise en question. Depuis le King David Hotel à Jérusalem, Netanyahou avait lancé à son équipe « Les Européens ont la mémoire qui s'effiloche ».
Ils oublient que nous sommes la seule démocratie de la région confrontée à des extrémistes prêts à sacrifier leurs propres enfants comme remparts humains. Il faut leur rappeler à qui incombe réellement la responsabilité des victimes civiles. Cette mécanique de culpabilisation rodée depuis des décennies avait souvent suffi à paralyser les dirigeants européens. Ce que Netanyahou n'avait pas anticipé, c'était la minutie chirurgicale avec laquelle l'écornou avait préparé cette joute diplomatique. Armé jusqu'aux dents de tableaux de récits poignants et d'avis juridiques incontestables, le Français s'était appliqué à démonter pièce par pièce les entorses répétées d'Israël au droit international. Le 15 novembre 2024, à 15h30 tapante dans le théâtre solennel du Conseil de sécurité, l'homme fort de Jérusalem fit son entrée. D'un pas mesuré vêtu de son éternel costume anthracite, le regard droit et l'air grave soigneusement étudiés, il s'avança tel un chef d'État érigé en rempart de la démocratie, prêt à affronter seul les ténèbres. Son allure calculée au millimètre portait l'aura d'un héros de l'Occident, cerné de toutes parts par des forces hostiles. Mais le décor, cette fois, n'allait pas jouer en sa faveur. Excellences, membres éminents de cette assemblée mondiale, lança-t-il avec une articulation chirurgicale, celle d'un orateur aguerri à jongler entre les langues. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour affirmer sans détour le droit inaliénable d'Israël à se défendre contre une barbarie sans nom. Le ton était posé, l'intonation impeccable, chaque mot pesé pour séduire l'auditoire planétaire. Il tissa habilement des images poignantes du 7 octobre, les larmes, le sang, la peur, avec des mises en garde plus stratégiques sur l'ombre iranienne qui planerait sur la région. Le tout construit comme une démonstration. Israël, vous le savez, ne fait que livrer une guerre juste face à une organisation terroriste qui foule aux pieds toute notion de droit humanitaire. Puis en déroulant les accusations, il frappa fort. Le Hamas cache ses lance-roquettes dans les écoles, transforme les hôpitaux en QG de commandement et empile des munitions sous les coupoles des mosquées. Et de conclure d'un ton implacable. Alors chaque civil palestinien tué, ce n'est pas une faute de Tsahal, c'est un crime de leur geôlier, le Hamas. Dans l'arsenal rhétorique de Netanyahou, l'argument des boucliers humains occupait une place stratégique. Il lui servait à détacher toute responsabilité israélienne des morts civiles qui s'accumulaient. Mais l'orateur ne s'en contenta pas et décida de pousser son raisonnement encore plus loin. Selon lui, les adversaires d'Israël exploiteraient la sensibilité émotionnelle des sociétés occidentales, utilisant chaque image de détresse pour tenter d'entraver ce qu'il qualifiait de « défense légitime ». Ils orchestrent leur disparition sous les caméras, chorégraphient leur propre souffrance, manipulent l'opinion planétaire pour préserver leur appareil terroriste, lança-t-il avec un sérieux implacable. Cette insinuation qui revenait à accuser les Palestiniens de scénariser leur agonie atteignait un niveau de cynisme rarement entendu, et il était évident qu'une telle attaque mettrait l'écornu hors de lui. Netanyahou, grisé par l'élan de sa propre mise en scène oratoire, décida d'aller encore plus loin. Fixant sans détour la délégation française, il lança « La France, tout comme certains de ses voisins européens, préfère s'en prendre à la victime plutôt qu'au bourreau. » Et il enchaîna aussitôt « En coupant leur vente d'armes à Israël, ils sapent notre défense et donnent, qu'ils le veuillent ou non, un souffle nouveau au terrorisme mondial. » Cette charge frontale n'était pas improvisée, elle visait clairement à piquer Paris au vif. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que son vis-à-vis français avait préparé cette confrontation avec une minutie redoutable. Concluant sur un ton grave, Netanyahou lança son ultime tirade. « L'histoire tranchera entre ceux qui auront choisi de soutenir la seule démocratie de la région face à une menace existentielle et ceux qui, aveuglés par des émotions feintes, auront préféré pleurer des larmes de crocodile. Israël, quoi qu'il arrive, se défendra même sans l'appui de ceux qui semblent avoir oublié les leçons du passé. » Les applaudissements, bien que courtois, résonnèrent comme un réflexe diplomatique plutôt qu'un réel assentiment. Dans l'hémicycle, encore divisé sur la question palestinienne, les regards glissèrent presque instinctivement vers Lecornu lorsqu'il formula d'une voix tranquille sa demande d'intervention. Drapé dans cette solennité toute républicaine qui fait la signature des grands orateurs français, il gravit la tribune sans précipitation, posa son regard fermement dans celui de Netanyahou et d'un ton calme,
mais implacable lança la première salve. « Monsieur le Premier ministre Netanyahou, permettez-moi de vous dire non. » Il enchaîna, tranchant comme une lame froide dans un silence tendu. « Merci infiniment pour cet échantillon chimiquement pur de ce qu'est devenu la narration israélienne, un cocktail létal entre autoportrait en victime et négation des faits les plus criants. » L'assaut verbal fut fulgurant, frontal, presque chirurgical. Netanyahou, pris à contre-pied par cette virulence inédite venue de Paris, se redressa instinctivement, l'air décontenancé. Lecornu, lui, n'avait pas l'intention de ménager qui que ce soit. « Vous invoquez la légitime défense. » « Très bien. » Il ouvrit lentement sa serviette en extirpa un dossier épais comme un procureur en pleine audience. « Alors laissez-moi rafraîchir votre mémoire avec des chiffres que vous semblez soigneusement écartés du récit. 41 000 Palestiniens tués, dont 16 000 enfants. Face à cela, 1200 morts israéliens le 7 octobre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vos propres rapports. Cela nous fait un ratio glaçant, 34 vies palestiniennes pour une israélienne. Alors dites-moi franchement, monsieur le Premier ministre, où se cache exactement la proportionnalité que vous proclamez. » Le silence qui suivit dans la salle était glacial, comme si l'air avait été aspiré. L'impact fut immédiat. Une claque froide à l'illusion d'équilibre. Netanyahou voulut se glisser dans la faille, tenter une objection. « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez décemment pas mettre sur le même plan. » Mais la réponse de Lecornu fusa tranchante comme une lame. « Mais si, monsieur Netanyahou, non seulement je le peux, mais c'est même mon devoir. C'est précisément cela l'essence du droit humanitaire international, comparer, juger et tenir chacun pour responsable. » Et sans laisser place à la moindre respiration, il enchaîna implacable. « Vous parlez de boucliers humains ? Très bien. L'ONU a mené des investigations sur 47 frappes ayant visé des structures civiles, hôpitaux, écoles, centres d'aide humanitaire. Et savez-vous quoi ? Dans aucun de ces cas, Tsahal n'a su démontrer la moindre présence du Hamas au moment des bombardements. Zéro preuve. Chaque mot tombait comme une sentence. Le silence pesait. Les murs de l'Assemblée résonnaient de vérités que le discours officiel israélien avait soigneusement rangées sous le tapis depuis bien trop longtemps. Mais abordons à présent ce qui relève du sommet de l'indécence, lança Lecornu, la voix chargée d'une rage maîtrisée. Vous avez eu l'audace de sous-entendre que les Palestiniens orchestrent leur propre douleur, monsieur Netanyahou, les 16 000 enfants enterrés ne jouant pas un rôle de composition. Les familles écrasées sous les gravats ne sont pas en train de tourner un film. Ce coup direct à la ligne de défense israélienne qui osait questionner l'authenticité du chagrin palestinien brisa un silence gênant. Dans la salle, les diplomates se tournaient les uns vers les autres, partagés entre incrédulité et malaise face à cette accusation désormais mise à nu. Et puisque vous avez choisi d'invoquer le passé, enchaîna Lecornu sans vaciller, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur un point fondamental que vous semblez avoir relégué dans l'oubli, les conventions de Genève établies à la suite du cauchemar de 39-45 n'ont qu'un but, empêcher que des civils innocents soient une fois encore sacrifiés sur l'autel de la sécurité nationale. Ce sont précisément ces textes nés de l'horreur infligée à vos aïeux que vous piétinez aujourd'hui sans vergogne. En osant ainsi rappeler les racines mêmes de la légalité humanitaire moderne, tout en retournant le miroir de l'histoire, Lecornu ne faisait pas dans la nuance. Il se saisissait du symbole le plus sacré pour le détourner contre ceux qui s'en réclamaient. Le visage blême, Netanyahou tenta un dernier baroud d'honneur. « La France n'a pas conscience de l'enjeu vital auquel nous faisons face. » Mais il fut immédiatement interrompu par Lecornu, tranchant comme une lame. « Détrompez-vous, monsieur, nous voyons très clair. Nous savons qu'on ne triomphe pas de la barbarie en l'imitant. On ne prétend pas lutter contre le terrorisme en adoptant ses méthodes. » Un silence abyssal tomba alors sur la salle, aussi pesant que brutal. Jamais dans l'histoire récente des relations internationales, un chef d'État occidental n'avait osé qualifier ainsi la stratégie israélienne. Pourtant, Lecornu n'avait pas encore livré le coup de grâce. Le plus implacable restait à venir. « Monsieur Netanyahou, vous vous offusquez que nous ayons interrompu nos exportations d'armement. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi nous avons constaté que nos roquettes
servaient à frapper des camps de réfugiés que nos blindés rasaient, méthodiquement des zones civiles et que nos drones, eux, poursuivaient, même les ambulances. Souhaitez-vous réellement que la France devienne le fournisseur officiel de crimes de guerre, l'ère où l'on pouvait invoquer la Shoah pour justifier l'injustifiable est derrière nous? Un enfant palestinien a la même valeur qu'un enfant israélien. La déflagration de ces mots claqua comme une gifle. Netanyahou, le visage fermé, se leva sans répondre, et toute sa délégation le suivit hors de la salle dans un silence plus assourdissant qu'un coup de tonnerre. Dans la salle, un silence incrédule tomba comme une chape de plomb. Jamais auparavant dans les annales des Nations Unies, un représentant d'une puissance occidentale n'avait osé accuser frontalement Israël de terrorisme d'État et de crimes de guerre. Le séisme diplomatique fut instantané et planétaire. À Tel Aviv, l'indignation se mua en hystérie. Les manchettes des journaux israéliens hurlèrent leur fureur. La France vient de déclarer la guerre. L'écornu clone d'Hitler. L'antisémitisme tricolore ressuscité. En moins de 24 heures, l'ambassadeur israélien à Paris fut rappelé d'urgence et toutes les coopérations bilatérales gelées jusqu'à nouvel ordre. Paris et Jérusalem désormais sur orbite de collisions diplomatiques. Dans le monde arabe, c'était une onde de choc, mais d'un tout autre genre. De Casablanca à Bagdad, les foules saluèrent avec ferveur ce qu'elles appelèrent le sursaut moral de la France et la voix d'une justice enfin audible. Le cornu devint en l'espace de quelques heures une figure applaudie, presque héroïsée dans les rues des capitales arabes. C'était inédit, un responsable occidental qui, au lieu de jouer la prudence diplomatique, osait verbaliser ce que tant, depuis si longtemps, n'osait qu'à huis clos. En Europe, la partition fut plus feutrée, mais tout aussi révélatrice. Berlin et Rome, visiblement mal à l'aise, appelèrent à la modération dans les échanges. Pendant ce temps, les pays nordiques, eux, opinèrent discrètement du chef, et Madrid comme Dublin sans détour, saluèrent haut et fort l'audace française. Et ce qui étonna le plus, c'est que même de l'autre côté de l'Atlantique, les lignes bougèrent. Aux États-Unis, bastion traditionnel du soutien inconditionnel à Israël, la réaction ne fut pas aussi monolithique qu'on aurait pu l'imaginer. Tandis que les figures de l'establishment politique à l'unisson dénonçaient avec véhémence les déclarations de l'écornu, un pan non négligeable de la société jeune génération, et Frange progressiste en tête, salua presque avec soulagement l'audace de briser enfin le silence complice. Et comme un séisme dont les répliques s'éternisent, 6 mois plus tard, les secousses de cet affrontement diplomatique d'exception n'avaient rien perdu de leur intensité. Les relations entre Paris et Tel Aviv étaient suspendues à un fil sur le point de rompre. Mais dans le tumulte, la France s'était offert un capital moral inédit, respecté dans une large part du monde musulman, écouté par une opinion occidentale de plus en plus lucide. Peut-être que dans les annales diplomatiques, on se souviendra de ces 6 minutes à l'ONU comme du moment charnière où le regard occidental sur la tragédie israélo-palestinienne a vacillé. Lecornu, avec une audace peu commune, avait pulvérisé un tabou solidement enraciné depuis des décennies, ouvrant ainsi un corridor inattendu à une critique décomplexée de l'attitude israélienne. Le quotidien. Le monde ne s'y était pas trompé. En 6 minutes, Lecornu a mis des mots sur ce que l'on murmurait dans les couloirs depuis des lustres. Pourtant, sous ce choc théâtral bien orchestré se dissimulait une machinerie diplomatique méticuleusement huilée, préparée dans l'ombre pendant de longs mois. Le coup d'envoi discret de cette offensive française contre la stratégie militaire israélienne à Gaza remonte à 5 mois plus tôt dans l'atmosphère tamisée des salons du Quai d'Orsay, lorsque les premières images apocalyptiques du conflit ont commencé à ébranler le cœur des opinions publiques européennes déjà à fleur de peau. Ce qui fit tout basculer, un rapport explosif de Médecins sans frontières, classé confidentiel et glissé en main propre à l'Élysée dès le mois de juin. Il y exposait avec la froide précision d'un scalpel la nature effroyable des blessures civiles observées, éclats de projectiles semblant provenir de munitions antipersonnelles, brûlures profondes, typiques d'armes au phosphore blanc, membres arrachés d'une manière qui n'excluait pas l'usage de sous-munitions. Monsieur le Président, avait soufflé le docteur Xavier Emmanuelli, cofondateur de MSF, dans une réunion d'urgence au palais présidentiel. Ce qui se déroule à Gaza ne relève en rien d'une opération militaire urbaine classique,
C'est une entreprise d'élimination méthodique de civils menée à l'aide d'armements spécifiquement conçus pour infliger le maximum de douleur. Les équipes humanitaires, pourtant aguerries au pire théâtre de conflit, restaient sidérées face à ce degré de brutalité structurée. Pour elles-mêmes, les terrains les plus chaotiques n'avaient jamais atteint un tel niveau de cruauté calibrée. Ces constats cliniques implacables résonnèrent jusque dans les murs de l'Élysée et firent chanceler les certitudes d'Emmanuel Macron. Comment l'Occident, qui se targue de défendre les droits humains, peut-il détourner le regard devant de telles atrocités? Lança-t-il l'air grave à ses collaborateurs. Garder le silence, c'est s'enchaîner à la honte des bourreaux. Cette colère froide du chef de l'État allait provoquer une activation sans précédent de toute la mécanique diplomatique française. Sous l'impulsion de Catherine Colonna, alors en charge des affaires étrangères, une cellule d'alerte ultra spécialisée fut discrètement mise sur pied, entièrement dédiée au suivi rigoureux des atteintes au droit humanitaire international. Sa mission, d'un côté compiler avec précision les éléments attestant de possibles crimes de guerre perpétrés à Gaza, de l'autre forger une riposte diplomatique française à la hauteur du séisme moral et juridique que représentait la situation. Le casting de cette cellule avait de quoi impressionner par la puissance de ses cerveaux, autant que par la complémentarité de leur expertise. Aux commandes de la manœuvre politique, Denis Beauchard, ancien ambassadeur en Syrie, et figure tutélaire de la diplomatie tricolore dans le monde arabe. Pour l'encadrement juridique, l'intransigeante Marie-Françoise Bechtel-Sommité, internationale du droit. À ses côtés, le général Vincent Desportes, ancien patron de l'école de guerre, injectait sa lecture stratégique du terrain et pour compléter ce quatuor d'élite, Leila Daclé, historienne chevronnée du CNRS, tissait les fils du contexte géopolitique moyen-oriental avec finesse et précision. Monsieur le Premier ministre, lança Marie-Françoise Bechtel dès la toute première séance de cette cellule réunie à Matignon, nous faisons face à un cas d'école d'un point de vue juridique. Les frappes ciblées et répétées contre les structures civiles, hôpitaux, écoles, lieux de culte relèvent sans ambiguïté d'une violation grave du droit international humanitaire, article 8 du statut de Rome, 4e Convention de Genève, protocole additionnel. Toute la panoplie est là noir sur blanc. Son argumentaire ne tenait pas du simple avis juridique, mais d'un édifice rigoureusement bâti sur des fondations d'une rare minutie. L'équipe française avait disséqué chaque rapport d'organisation internationale mis en parallèle, les témoignages des ONG de terrain et décrypté les images satellites transmises par le CNES. Au terme de cette investigation croisée et méticuleuse, un dossier de 800 pages aussi accablant qu'incontestable fut compilé. Parmi les exemples les plus insoutenables que le dossier français mettait en lumière, figurait le cas glaçant de l'hôpital Al-Shifa, frappé en pleine intervention chirurgicale pédiatrique. Grâce à une compilation minutieuse de coordonnées géographiques, croisées avec les récits des soignants présents sur place, les experts français avaient reconstitué le déroulé précis de l'attaque 23 jeunes patients, arrachés à la vie sur la table d'opération, 11 soignants tués dans l'exercice même de leur serment d'humanité. Il s'agit là d'un crime de guerre dans sa définition la plus pure, trancha l'expert en droit. Aucun objectif militaire ne peut recouvrir d'un vernis acceptable une telle atrocité. Mais ce n'était là que la première couche du scandale. L'origine des armements employés dans ces frappes, voilà ce qui ajoutait l'insulte à l'horreur. L'investigation conduite par Paris avait mis à jour un détail dérangeant des équipements militaires livrés par des entreprises européennes respectables telles que Thales ou MBDA avaient été identifiés dans les décombres. Ces armes, pourtant soumises à des clauses d'usage strictement humanitaire, avaient été détournées pour pulvériser des quartiers habités. Une trahison non seulement des contrats signés, mais des valeurs qu'ils étaient censés incarner. Voilà donc le sort réservé à nos missiles Mika et à nos bombes AASM fauchées des enfants palestiniens. S'était indignée Florence Parly, ex-ministre des Armées, consultée par Lecornu avec gravité. C'est une appropriation scandaleusement criminelle de nos technologies conçues pour la défense et non pour les massacres. Il est impérieux de rompre sans délai tout partenariat militaire avec Israël. Cette révélation glaçante fut l'élément déclencheur qui fit basculer la décision française en septembre 2020
Fin des livraisons d'armement vers Tel Aviv. La réponse israélienne prévisible et furieuse ne tarda pas. Dans un communiqué emporté, Netanyahou dénonça une trahison au profit des ennemis de la démocratie. Mais Paris, fidèle à ses principes, ne recula pas d'un pouce, s'ancrant dans sa ligne de conduite éthique. En parallèle du minutieux travail d'archivage des violations israéliennes, l'équipe de Lecornu s'était également penchée sur un autre pilier du mystère, l'arsenal de communication de Tel Aviv. Comment un État pointé du doigt à maintes reprises pour ses entorses au droit international parvenait-il à esquiver systématiquement les sanctions? Voilà la question centrale. Pour en percer les ficelles, Franck Barat, journaliste chevronné et fin connaisseur du dossier palestinien, avait été consulté avec la plus grande discrétion. Lors d'un briefing confidentiel, il livra son analyse sans phare. « Monsieur le Premier ministre, le mécanisme est rodé. Israël joue sur 3 tableaux, une victimisation constante, une inversion habile des responsabilités et l'arme redoutable du chantage à l'antisémitisme. Critiquez leur méthode et vous voilà aussitôt rangé parmi les complices des terroristes ou accusés de profaner la mémoire de la Shoah. C'est une mécanique implacable. » C'est en disséquant les rouages de la propagande israélienne que Lecornu avait affûté ses ripostes calibrées au scalpel. Netanyahou déroulera inévitablement sa partition habituelle, anticipait-on dans les couloirs du quai d'Orsay. À nous de démonter pièce par pièce cette mécanique bien huilée en opposant à chaque slogan une vérité implacable, sourcée, indiscutable. Mais au-delà de l'argumentaire factuel, l'équipe française avait investi dans un travail de fond plus subtil, la préparation mentale. Car face à un adversaire rodé au coup de théâtre émotionnel, il fallait un mental d'acier. Un expert en gestion de crise, vétéran des arcanes élyséens, s'était attelé à une mission bien précise, entraîner Lecornu à ce qu'il appelait avec ironie l'immunité diplomatique contre les larmes sur commande. Monsieur le Premier ministre, attendez-vous à ce que Netanyahou vous entraîne sur le terrain glissant de la mémoire juive pour mieux vous coller l'étiquette d'antisémite. Votre meilleure arme. Ne jamais dévier du cap, celui du droit international sec, implacable, sans céder à la moindre émotion. Ce coaching mental n'était pas accessoire, c'était la clé. Car face à l'arsenal émotionnel bien rodé du chef israélien, qui avait fait vaciller plus d'un dirigeant européen pétrifié, à l'idée d'être taxé d'antisémitisme, Lecornu devait rester inébranlable. À Matignon, on ne laissait rien au hasard. Les entraînements étaient dignes de véritables répétitions générales d'un réalisme déroutant. Dans le rôle de Netanyahou, Denis Beauchard excellait mimant jusqu'à la posture, le phrasé et les ficelles bien huilées du chantage rhétorique du Premier ministre israélien. Une performance qui valait toutes les masterclass. Vous alimentez les extrémistes, lançait Netanyahou avec sa théâtralité bien huilée, digne des meilleures scènes d'indignation fabriquées. Impassible, Lecornu lui opposait un calme glacial. Ce que je nourris, monsieur l'ambassadeur, c'est la légitimité du droit international. Simulation après simulation, il affinait son jeu, peaufinait sa répartie, aiguisait son impact. Plus le scénario se rejouait, plus il déstabilisait ce Netanyahou fictif avec une précision redoutable. Rien n'était laissé au hasard. Même les vagues médiatiques qui s'annonçaient avaient leur contrefeu prêt à l'emploi. L'équipe com de Matignon avait anticipé le tollé et préparé un argument béton pour le désamorcer. Critiquer un gouvernement n'a jamais été synonyme de haine des Juifs. À peine 3 semaines avant son grand face-à-face à l'ONU, Lecornu recevait un appui aussi inattendu que décisif, une tribune signée par 20 figures majeures de la pensée juive française, parmi lesquelles Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut ou encore Élisabeth de Fontenay, appelait solennellement l'exécutif à nommer les choses à Gaza telles qu'elles sont, sans se laisser intimider par les procès en antisémitisme. Une phrase gravée au cœur de la lettre résonnait avec force. On ne saurait invoquer la mémoire de la Shoah pour excuser de nouvelles atteintes à l'humanité. Ce geste de conscience éthique venu de voix qu'aucun pouvoir ne pourrait balayer d'un revers avait galvanisé Lecornu. Sa volonté déjà ferme s'était alors muée en conviction inébranlable. Il irait jusqu'au bout de cette croisade diplomatique, quel qu'en soit le prix.
C'est dans une ambiance chargée d'une concentration presque guerrière que le vol vers New York s'était déroulé à bord de l'Airbus A330 présidentiel. 8 heures durant, Lecornu s'était plongé corps et âme dans son arsenal d'arguments chiffres, soigneusement sélectionnés, phrases tranchantes, répétées comme des mantras scénarios anticipés. On aurait dit un général affûtant son discours avant le champ de bataille. Autour de lui, son équipe formait un véritable cercle stratégique attentif aux moindres détails, tel un staff affûtant le dernier briefing avant un match décisif. « N'oubliez pas », lui glissa Denis Beauchard le regard fixe, « ce que vous portez dépasse les intérêts de la France. C'est toute une vision du droit universel qui ne s'embarrasse pas du statut ou des alliances que vous défendez. Ce qui vous attend, c'est une page d'histoire. » À Manhattan, l'effervescence était à son comble bien avant que les discours ne résonnent dans l'enceinte onusienne. Tout indiquait qu'un choc diplomatique de haute intensité couvait entre la France et Israël, et les chaînes d'information internationales flairaient déjà le parfum d'un duel sans précédent. Les envoyés spéciaux des deux camps se livraient à une bataille médiatique feutrée mais acharnée, chacun lançant ses éléments de langage comme des flèches rhétoriques, bien avant que le moindre micro ne s'allume. Pendant ce temps, à quelques rues de là, au cœur du luxueux hôtel Plaza, les visages tendus de la délégation israélienne trahissaient une inquiétude soigneusement dissimulée derrière des sourires diplomatiques. Les services de renseignement hébreux avaient capté quelques échos d'une manœuvre française de grande envergure contre leur politique à Gaza, mais l'ampleur du dossier construit par Paris leur échappait encore totalement. Rien d'inédit, balaya d'un revers de main Ramer, le conseiller stratégique de Netanyahou. Ils vont nous rabâcher les mêmes critiques sur notre opération. On déroulera nos classiques droits légitimes à se défendre, utilisation cynique de boucliers humains par le Hamas, une joute verbale comme tant d'autres. Erreur de calcul fatale. Cette fois-ci, le scénario allait dérailler. Et comme pour mieux annoncer la tempête à venir la veille même du choc attendu, Lecornu recevait un message de soutien discret mais lourd de sens, signé du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lui-même. Monsieur le Premier ministre, cela fait une éternité que l'ONU patiente en silence, espérant qu'un jour, enfin, un État ose articuler tout haut ce que tant de chancelleries murmurent tout bas. Le moment est venu de rappeler que la légitimité du droit international ne porte ni drapeau ni passeport. Ce geste de soutien discret mais sans équivoque venu des plus hautes sphères onusiennes donna à Lecornu une énergie nouvelle. Dès lors, il ne portait plus seulement les couleurs de la République française, il incarnait une voix collective, celle de l'humanité outrée par le piétinement flagrant des principes humanitaires fondamentaux. À l'aube brumeuse d'un New York suspendu à l'imminence d'un choc diplomatique, Lecornu, installé dans le silence feutré de sa suite au registre hôtel, relisait méticuleusement ses notes pour la dernière fois. Il se tourna vers son directeur de cabinet, le regard habité d'une détermination tranquille. « Ce matin, je vais dire tout haut ce que beaucoup n'osent même plus penser. Le temps où Israël agissait à l'abri de toute conséquence est révolu. » Il ajouta d'un ton coupant « On ne protégera plus jamais la raison d'État au prix de vies innocentes. » Dès qu'il mit le pied au siège des Nations Unies, une tension électrique lui mordit la nuque. L'atmosphère vibrionnait d'une intensité inhabituelle, presque historique. Jamais un débat sur le Moyen-Orient n'avait attiré autant de projecteurs, plus de 400 journalistes badge, en bandoulière et caméras en alerte, s'étaient donné rendez-vous pour cette session explosive, un chiffre jamais vu auparavant. Dehors, c'était un théâtre à ciel ouvert, slogans scandés, drapeaux, agités militants pro-palestiniens et pro-israéliens séparés par des barrières, mais unis dans la tension électrique qu'ils dégageaient. À l'intérieur du Conseil de sécurité, chaque siège semblait peser le poids de l'histoire. L'ambiance évoquait moins une réunion diplomatique qu'un procès pour crime d'État, à la hauteur des grands tribunaux de La Haye. Tout le monde dans la salle savait pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'un simple échange diplomatique. C'était un véritable tribunal moral qui s'installait avec Lecornu dans la peau d'un procureur méthodique et Netanyahou relégué au rang d'accusé sous les projecteurs. Lorsque ce dernier s'était levé pour défendre l'intervention militaire à Gaza, Lecornu, imperturbable, l'écoutait comme un professeur de droit disséquant les arguments d'un élève peu inspiré. Son silence n'était pas de la passivité, mais l'aiguisement d'une lame qu'il s'apprêtait à brandir.
À mesure que défilaient des explications israéliennes, les atténuations laborieuses et les habituelles acrobaties destinées à déplacer la culpabilité, Lecornu les rangeait méthodiquement dans un coin de son esprit, prêt à les démonter une par une. Voilà exactement le schéma que nous avions anticipé, se disait-il, lamentation victimaire, invocation, des boucliers humains et sempiternelles accusations envers ceux qui osent critiquer. Je vais réduire tout cet échafaudage en poussière point après point. Et comme prévu, lorsque Netanyahou eut achevé son plaidoyer en faveur de l'intervention à Gaza, il avait involontairement déroulé devant Lecornu tous les angles nécessaires pour lancer une réplique d'une violence maîtrisée. Ses tentatives laborieuses pour légitimer les hécatombes de civils, ses insinuations sur de prétendues mises en scène palestiniennes, ainsi que ses piques dirigées contre Paris, rien n'échappait à ce scénario anticipé de longue date et chaque élément avait déjà été soigneusement préparé pour être retourné contre lui. Et c'est à ce moment précis que Lecornu déploya ce que l'histoire retiendrait comme un plaidoyer implacable. Chaque donnée brute, chaque image glaçante, chaque paragraphe juridique devenait une flèche acérée décochée avec une précision chirurgicale pour démonter pièce après pièce le château de propagande construit par Israël. Ce que la majorité des diplomates présents à l'ONU ne percevaient pas d'emblée, c'était l'architecture rhétorique d'une finesse stratégique, pensée comme une machine de guerre sous-jacente à chacune des charges verbales françaises, initiée par l'élite des maîtres du droit international humanitaire. Lecornu déployait avec une fluidité presque théâtrale l'arsenal rhétorique conçu par les spécialistes des juridictions de guerre, première arme l'inondation de preuves. Chaque déclaration accusatrice s'accompagnait aussitôt d'un flot de données chiffrées et de sources implacablement traçables, rendant toute tentative de contestation vaine avant même qu'elle ne naisse. Deuxième levier, le renversement du miroir éthique. Nul besoin de se justifier, c'est Netanyahou placé sous les projecteurs qui devait désormais s'expliquer devant le tribunal moral mondial. Troisième frappe, le démantèlement du mythe des boucliers humains. En exhibant les rapports de l'ONU n'ayant relevé aucune trace du Hamas dans les structures ciblées, il sapait l'axe narratif central de Tel Aviv. Quatrième ressort, la mise à nu du double discours historique. En rappelant que les conventions de Genève avaient été conçues comme antidote aux horreurs de la Shoah, il retournait comme un gant l'argument de légitimité d'Israël. Ce niveau de précision chirurgicale dans l'argumentation explique à lui seul pourquoi l'intervention de Lecornu a frappé l'opinion internationale comme un coup de tonnerre dans un ciel saturé de langues de bois. Plus qu'un simple réquisitoire diplomatique bien ficelé, c'était une démonstration éclatante, presque académique, de démolition méthodique d'une mécanique de désinformation étatique. Et l'onde de choc, bien loin de s'arrêter au mur feutré de l'ONU, balaya toutes les prévisions, y compris les plus optimistes du Quai d'Orsay. En l'espace de quelques heures seulement, les séquences de cet affrontement avaient déjà fait le tour du globe adapté dans 43 langues et relayées sur chaque fuseau horaire. Les facultés de droit international prises de court lançaient des colloques improvisés pour décortiquer ce qui ressemblait à une véritable rupture épistémologique dans la critique adressée à Israël. À Harvard, le professeur Noah Feldman résuma l'ampleur du séisme. Il aura suffi de 6 minutes à Lecornu pour accomplir ce que plusieurs générations de diplomates n'ont jamais osé tenter renverser le tabou empêchant un dirigeant occidental de dénoncer publiquement Israël. À Oxford, la professeure Christine Bell résuma la portée de l'événement. Nous assistons à un basculement majeur dans la mise en œuvre du droit international. Aucun État ne pourra dorénavant brandir son passé pour se soustraire à ses obligations actuelles. Pourtant, ce sont sans doute les réactions venues de la communauté juridique mondiale qui en dirent le plus long. Mary Robinson, ex-présidente de l'Irlande et voix incontournable des droits humains, affirma que Lecornu venait de briser le verrou qui muselait depuis des décennies toute critique juridique à l'égard d'Israël. Richard Falk, qui fut autrefois rapporteur spécial des Nations Unies pour les territoires palestiniens, n'a pas mâché ses mots en saluant ce qu'il a qualifié de « bravoure juridique à la française ». Enfin, quelqu'un ose dire tout haut ce que beaucoup taisent depuis trop longtemps. Et la secousse provoquée par cette audace parisienne
ne tarda pas à se propager. L'Espagne, dans la foulée, emboîta le pas en stoppant ses exportations d'armement vers Israël. À Dublin, le gouvernement irlandais fit monter la pression d'un cran en portant plainte contre Tel Aviv devant la Cour internationale de justice, l'accusant carrément de génocide. Quant à la Belgique, elle lança une enquête pour crimes de guerre visant directement plusieurs hauts responsables israéliens. Une véritable onde juridique née du frisson provoqué par un discours. Un semestre après cette joute oratoire restée dans les annales, le paysage géopolitique portait encore les traces profondes du choc. Si les ponts entre Paris et Tel Aviv avaient été coupés net, la France, elle avait hérité d'un tout autre capital, un prestige moral amplifié dans les rues de Casablanca, les cafés d'Amman, et jusque dans les universités d'Europe et d'Amérique, où la jeunesse saluait enfin une voix occidentale qui osait sortir du rang. Une rupture diplomatique, certes, mais un gain d'autorité symbolique qui pesait lourd dans la balance. Mais au-delà de tout, l'affaire de Gaza avait précipité une métamorphose inattendue mais salutaire du paysage judiciaire international. Là où l'impunité israélienne semblait être un fait acquis, le réveil fut brutal. Plusieurs États européens réalisèrent enfin qu'aucune nation, si puissante soit-elle, ne devait échapper à la rigueur du droit international. Le point d'orgue de cette secousse fut atteint à l'Assemblée générale des Nations unies où, fait sans précédent, 184 pays votèrent d'une seule voix une résolution historique reconnaissance officielle des crimes de guerre récurrents perpétrés à Gaza et exigence de réparation en faveur des victimes palestiniennes. Un basculement d'époque. Ce que l'on appelle désormais l'effet Le Cornu a fait sauter